messieurs, je vous remercie d'être venus jusqu'à l'IADT aujourd'hui. C'est la première fois que nous prenons l'initiative d'un tel événement à l'occasion de la sortie du dernier livre dans notre collection. C'est le 22e que nous sortons dans cette collection. C'est une collection qui s'adresse au cadre des 3 fonctions publiques, État, territoriale, hospitalière et sécurité sociale. Cette collection a connu plusieurs étapes dans sa vie. Je l'ai créée en 2008. Je vous épargne les les épisodes qu'elle a connus. L'avant-dernier, c'est une collection qui était la propriété du réseau des écoles de services publics, le RESP, qui comprend l'ENA, l'INET, l'école de la magistrature, le HESP, etc. Et l'éditeur était alors les presses de l'EHESP de Rennes. Et puis le RESP est en pleine évolution, connaît des bouleversements. L'ENA de son côté, mais les autres écoles aussi en connaissent aussi. Et le RESP n'a plus souhaité avoir cette collection dans son patrimoine. Même m'a autorisé à la poursuivre d'une autre façon, et en discutant avec Laurent Riotor, il m'a aidé à imaginer le projet dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. C'est désormais une collection auvergnate qui est portée par l'IADT avec l'aide de l'IAE. Ici, Corinne en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et les presses universitaires Blaise Pascal ont accepté de devenir notre nouvel éditeur. Et je dois dire qu'entre le précédent et les presses Blaise Pascal, le tuilage s'est fait de façon parfaite et nous pouvons continuer localement à diffuser les précédents ouvrages. Et si vous avez vu en entrant, vous en avez peut-être distingué certains. Le travail que nous faisons est porté par un conseil scientifique qui comprend une douzaine de personnes. Vous trouverez la liste dans cet ouvrage. 6 de ces personnes étaient membres de mon précédent conseil scientifique. Parmi elles, il y a quelqu'un qui est bien connu en Auvergne, qui est le préfet Didier Cultiot, qui a contribué à cette collection depuis son début et ne pouvait pas être là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Et Laurent Riotor a désigné 6 autres personnes, certaines sont là, et j'en suis absolument heureux. Alors je dois dire que ce conseil n'est pas un conseil qui fait de la figuration. Nous le faisons beaucoup travailler à distance. J'espère que je ne serai pas accusé de harcèlement psychologique, selon le terme à la mode. J'essaye de ne pas abuser des mails, mais bon, il y en a un nombre raisonnable. Et ce conseil fonctionne remarquablement bien. Nous venons de travailler cet après-midi. Nous avons des projets en cours jusqu'à fin 2024. Désormais, nous sortirons un livre tous les 6 mois. Et nous avons en préparation de quoi satisfaire en fonction des thèmes qui sont d'actualité et qui seront encore d'actualité en 2023 et en 2024. Alors nos ouvrages sont tous préfacés par des préfaciers de grande qualité. Vous pourrez noter que nous avons parmi les préfaciers 2 anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, Michel Rocard. Nous avons un certain nombre d'autres personnalités et pour cette fois-ci, nous avons le grand plaisir que M. Goudbel, l'ancien président du conseil départemental et universitaire par ailleurs, ait accepté de faire la préface et de prononcer le discours de portée générale sur un thème qui lui est familier, le rapport entre les usagers et la proximité. Et c'est cette dimension de proximité, j'espère, M. Goudbel, que vous développerez tout à l'heure. Alors, je vais laisser maintenant la parole
à Laurent Riotor. C'est lui qui co-dirige cette collection avec moi. Nous sommes dans un partenariat qui nous stimule l'un et l'autre. Nous échangeons beaucoup par tous les moyens que vous devinez. Nous avons encore travaillé tout à l'heure au moment du déjeuner. Laurent va animer cette table ronde, vous présentera les participants et, en temps utile, introduira notre conférencier. Laurent, c'est à toi. Pardon, merci beaucoup Alain pour cette présentation utile, effectivement, si je puis dire, de la relocalisation de cette collection ici, en Auvergne et à Clermont, avec des partenaires fidèles à l'IADT. Et donc, voilà, c'est une nouvelle aventure qui débute aujourd'hui d'une certaine façon avec la formalisation de ce nouveau numéro. Donc, c'est le numéro 22, je crois qu'on ne l'a peut-être pas signalé, qui sort aujourd'hui et qui est l'occasion de ce petit événement. Voilà, donc on va passer donc un premier temps de table ronde, d'échange, dont l'objectif est évidemment de faire référence à ce volume, hein, sur l'usager acteur du service public, les usagers acteurs du service public, et donc une table ronde qui peut-être va pointer, évidemment on ne peut pas aborder tous les aspects de l'ouvrage, mais va pointer peut-être un peu plus qu'est-ce qui se joue en ce début du XXIe siècle en termes peut-être à la fois de nouvelles figures de l'usager, de nouveaux usages aussi qui se déploient, et puis aussi toutes les transformations que cela peut entraîner à la fois sur les territoires, mais aussi dans la fonction publique en général. Donc nous avons la chance d'accueillir dans cette table ronde d'une part deux des coordinateurs, un coordinateur, une coordinatrice de cet ouvrage. Donc nous avons à distance Anne Gillet, j'espère nous entend bien, que nous allons bien entendre a priori. Il y a eu des tests avant, donc tout doit fonctionner. Anne Gillet, donc, du CNAM, avec un regard de sociologue sur ces enjeux d'usagers, hein, qui donc a porté sa contribution sous cet angle-là, à la fois dans la recherche des auteurs, dans les thématiques de l'ouvrage. Nous avons également, alors c'était un pari de constituer un trinôme de coordinateurs. Nous avons la chance aussi d'avoir, alors c'est un plus proche voisin, à la fois puy-daumois et stéphanois, et altiligérien, compliqué. Bon, c'est au centre tout ça. Donc Olivier Bachelard de l'EM Lyon Business School, avec son regard de sciences de gestion, de management, hein, très complémentaire. Alors Olivier a déjà beaucoup contribué à cette collection, hein, y compris avec des best-sellers, dont celui sur le bien-être au travail, par exemple. Hein. Voilà, donc on est très heureux de l'accueillir. Alors malheureusement, Olivier a une petite contrainte qui fera qu'il ne pourra pas rester avec nous sur toute la durée de cette soirée, puisqu'il doit rejoindre la nuit des chercheurs à Saint-Étienne. Et puis donc, je l'indique tout de suite, hein, notre ouvrage avait aussi une troisième coordinatrice, en personne de Delphine Espagno Abadi, qui malheureusement avait des contraintes cette fin d'après-midi, n'a pas pu nous rejoindre. Mais je signale voilà, qu'elle avait aussi un regard, un autre type de regard qui relevait plutôt de la science politique, hein, dans ce groupe qui a coordonné l'ouvrage. Et puis, nous avons présent dans cette table ronde aussi donc, notre collègue local, Corinne Rochette, qui fait partie du comité scientifique de cette collection, et qui va prolonger le regard du côté des sciences de gestion, et puis avec peut-être des centres d'intérêt qui peuvent être liés notamment à la santé, qui est un de ses domaines de prédilection, de recherche, et puisqu'elle porte aussi une chaire importante de l'université sur santé et territoire, en fait. Voilà, qui est un objet essentiel aujourd'hui.
Voilà, donc on va donc voilà, échanger. On souhaite laisser la place aussi éventuellement aux questions, aux remarques du public dans cette table ronde, hein, dans un esprit quand même assez interactif. Hein. On veut éviter 3 juxtapositions d'intervenants. Hein. On va essayer d'échanger, voilà, un petit peu. Chacun participe, y compris le public. Hein. Donc le but, c'est bien des échanges autour de cet ouvrage, autour de ce thème des usagers des services publics au XXIe siècle, avant donc de laisser la place à une conférence qui est très prometteuse, hein, sur proximité en jeu pour l'usager et le territoire. Voilà, donc je vous propose de démarrer un peu cette table ronde, peut-être de l'organiser, voilà, un petit peu autour de trois temps qui s'emboîtent évidemment, qui sont interreliés les uns aux autres. Peut-être un premier temps, voilà, sur ce qu'on pourrait appeler les nouvelles figures des usagers. On est peut-être tous un peu usagers, hein, y compris des étudiants qui peuvent être... C'est des grands débats qu'on a eus. Hein. Est-ce qu'un étudiant université, c'est aussi un usager de l'établissement, mais évidemment, les habitants, les citoyens, les malades, les touristes, les professionnels, les demandeurs d'emploi, qui sont évoqués dans les chapitres de cet ouvrage, sont des usagers. Et donc peut-être commencer un peu cette table ronde pour vous entendre, Anne, Olivier, Corinne, si elle souhaite ajouter quelque chose, un peu sur ces figures de l'usager. Qui sont ces usagers? Et pour les coordinateurs, en tout cas, comment vous avez fait un peu le choix, peut-être, d'aller chercher des usagers, alors vus sur le prisme des services publics, mais voilà, quel type d'usager vous avez finalement choisi? Et comment vous avez essayé de traiter, voilà, cette multiplicité des figures des usagers. Puis après, on reviendra peut-être un peu plus sur l'attitude des usagers, la manière d'être des usagers, les postures des usagers face aux services publics. Des usagers qui peuvent être très passifs ou qui peuvent être très, très actifs. Voilà. Donc voilà, première question en quelque sorte, voilà, c'est quelles sont ces nouvelles figures des usagers aujourd'hui des services publics. Alors je ne sais pas si Anne veut débuter, puis après je donnerai la parole à Olivier. Merci. Alors je voulais tout d'abord vous remercier Alain Bouvier, Laurent Riotor et aussi mes camarades coordinateurs pour ce travail qui a été un travail très intense, très riche. Et je trouve au final, avec toute la neutralité que je peux avoir également, un ouvrage très intéressant que j'ai commencé à relire depuis quelques jours. Voilà, en le redécouvrant évidemment à travers les chapitres et en voyant également des fils à tirer et de nouvelles interrogations. Alors merci à vous, merci Laurent donc pour ce début d'interrogation sur les nouvelles figures de l'usager. Ce qui est intéressant évidemment de mettre en perspective, c'est que le terme d'usager est un terme englobant, puisque c'est évidemment une personne qui utilise un service, qui emprunte habituellement un domaine, un lieu public, et par extension une personne qui utilise quelque chose, un lieu. Donc c'est un terme assez neutre, assez exhaustif, qui peut englober différentes catégories de population. Mais précisément, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de montrer la diversité des figures et des besoins des usagers, et aussi donc à travers les lieux, à travers les espaces, à travers les missions justement du service public, et de montrer aussi que leurs rôles ont évolué, qu'ils se sont diversifiés. Également le vocabulaire employé, d'administrés, de clients, d'utilisateurs, vers peut-être usagers, acteurs. Donc des postures évidemment qui peuvent aller de passif à actif, et des évolutions qu'on a pu identifier donc à travers, exprimer en tous les cas, analyser dans les textes, et aussi à travers plusieurs études de cas.
En fait, ce que je voulais montrer aussi, c'est que ces usagers, ce sont nous-mêmes, ce sont nos compatriotes qui partagent des cultures, des valeurs communes ou différentes, qui évoluent dans des sociétés en changement, des sociétés qui peuvent ou pas offrir des services plus ou moins développés, plus ou moins de qualité en fonction des besoins. Et simplement pour dire aussi que les comportements de ces usagers sont aussi révélateurs finalement de comportements plus généraux dans la société, de nos attentes, d'actions dans nos vies, ainsi que des conditions concrètes de nos vies, de conditions matérielles, économiques, géographiques et territoriales. C'est-à-dire qu'il est intéressant aussi de montrer la dimension sociale ou sociétale de la relation entre les usagers et le service public. Donc c'est vrai que cet ouvrage apporte des descriptions, des explications, des mécanismes de possibles logiques d'action des usagers vis-à-vis et pour les services publics ou pour leur service qui leur est rendu en fonction de différents supports. Je pourrais revenir sur ce point-là, mais pour répondre plus précisément à la question qui est posée sur les nouvelles figures d'usagers, comment les choisir, comment on les a choisis en tous les cas dans cet ouvrage. Évidemment, on a essayé de trouver une diversité de secteurs et de montrer ces secteurs qui pouvaient être tout à fait révélateurs par active finalement de ces usagers. Simplement rappeler rapidement qu'il y a des figures qui sont identifiées de l'usager. Hein, si on regarde si on analyse finalement l'action publique et la façon dont l'usager a été perçu ou défini, sans remonter évidemment à l'administration pratique du 19e et 20e siècle, on voit la figure de l'administré, hein, c'est-à-dire une attitude passive des individus dans le service public. L'usager est proche de l'assujetti, où en fait ce sont l'administration, son appareil de normes et de règles qui prennent en charge les individus. Une deuxième figure aussi qu'on peut identifier à travers la littérature et les analyses de cette relation usager-service public, c'est le fait que l'usager soit inscrit entre le marché et la sécurité, à la fois client des services publics, quasi marchand, et parfois consommateur dans la mesure où c'est fixé par la définition de prestation de services de qualité. On observe aussi une troisième figure qui renvoie au processus de réforme, de modernisation de l'administration publique qui essaye d'intégrer l'usager comme acteur, avec un appel justement à la mobilisation de l'usager acteur, à la reconnaissance de son expertise d'usage en tant que malade, en tant qu'habitant, en tant que riverain, en tant que etc. Et cet appel qui invite également l'usager à un rôle actif dans la vie de la cité. Alors, on peut aller plus loin en parlant de coproduction avec les services publics qui s'inscrit dans une logique de conception d'un modèle de grande production de services publics et qui repose sur la participation active des usagers citoyens à la production des services publics. Et cette coproduction donc peut là aussi avoir plusieurs figures, mais l'idée est bien, et ce qu'on voit d'ailleurs émerger en France dans ce modèle depuis une bonne dizaine d'années au sein des administrations publiques, même si la coproduction est en réalité bien présente depuis de nombreuses années dans le secteur associatif. Voilà, donc voilà, cette notion où ces acteurs justement qui travaillent sur l'évolution de l'administration publique montrent, ils font référence à des niveaux distincts de participation de l'usager au processus de production du service public à travers cette production du consommateur, production participative, production. Voilà. Donc cet ouvrage finalement illustre bien l'ensemble d'acteurs et de figures, de postures, voilà, plus ou moins actifs, participatifs, selon les lieux aussi, selon les missions, éventuellement aussi selon les pays et la façon dont les services publics sont conçus et organisés. Merci. Peut-être Olivier, toujours sur cette thématique donc des figures des usagers. Dans l'ouvrage, il y a des chapitres assez intéressants. Je dirais par exemple sur
qui peuvent faire le lien avec ce qui se passe dans les offices de tourisme, par exemple, où les différents statuts peuvent être présents, ou la stratégie de la ville de Saint-Étienne qui va associer, coproduire dans la logique qui vient d'être évoquée, Anne, y compris les politiques publiques de la ville. Enfin, voilà. Ok. Donc, bonjour, encore une fois, merci d'être là. Je vais être très impoli parce que je vous quitterai à 6 heures parce qu'il y a effectivement la nuit européenne des chercheurs à Saint-Étienne et je suis censé y intervenir. Donc voilà, en tant qu'usager de la route, il ne faut pas que je sois confronté à des agents publics qui ne seront pas contents de me voir rouler trop vite. Donc je vais respecter les vitesses. Voilà, donc moi je suis Olivier Bachelin, je suis prof de management dans une business school. Je remercie Alain Bouvier de porter la collection depuis l'origine et je suis là depuis l'origine, donc je suis un vieux compagnon. Ne croyez pas que ce soit juste honorifique, hein, il nous fait bosser. Hein. Il m'a fait coordonner déjà 4 ouvrages dans la collection. Et puis je remercie aussi Laurent d'avoir pris le relais pour accompagner Alain et nous accompagner dans cette nouvelle étape. Donc vraiment un grand merci, c'est chouette. Et puis étant auvergnat, c'est bien que l'Auvergne soit au centre de tout ça, donc il faut être un peu chauvin. Donc, voilà. Donc cette question, quand on a été sollicité pour travailler sur le sujet, il venait de m'arriver une mésaventure. Alors vous allez vous moquer de moi, je l'ai raconté dans le bouquin, vous pourrez lire, c'est drôle. Hein. J'ai une vieille de chevaux et je voulais transformer le certificat d'immatriculation en carte grise de collection. Je suis prof, j'ai une HDR en sciences de gestion, j'utilise des logiciels tous les jours, et ben j'ai pas réussi sur le site de la NTS. Donc ça m'a quand même posé question, en me disant, mais alors, quand même, alors qu'avant j'allais à la préfecture, qui incarnait le rôle de l'État sur le territoire, c'était pas rien, et puis j'étais sûr de la qualité, parce que quand je ressortais, j'avais quelque chose de fiable, voilà. Alors que là, j'ai plein de prestataires sur Internet, mais je sais pas qui est honnête, qui est pas honnête, voilà. Alors, je peux aussi m'adresser à un centre auto, ils vont me prendre quelques dizaines d'euros pour faire un service public. Je me dis, mais... Et puis j'ai essayé, évidemment, mais ils m'ont dit, mais ça, c'est pas une carte grise standard, donc monsieur, on fait pas. Donc évidemment, ça m'a un peu interrogé, c'est le moment où on nous a proposé de travailler sur l'ouvrage. Donc évidemment, ça interroge sur le lien entre le prestataire et le bénéficiaire, quoi. Entre l'usager et celui qui offre le service public. Digitaliser, si je suis loin en territoire rural, ça peut être intéressant, mais on me propose aussi un accueil physique ou pas? Ah bah là, plus à la préfecture. On me propose un appel téléphonique? Ah bah là, non plus. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça commence à nous interroger un peu. Et puis là, évidemment, alors c'est un cas très personnel, très bête, mais du coup, ça pose quelques questions. La question de la justice, déjà. Comment on traite de façon équitable les usagers sur ce service? Parce qu'encore une fois, j'ai un ordinateur, une bonne connexion, un niveau d'études, et j'y arrive pas. Alors qu'est-ce qui se passe pour un retraité qui est isolé, qui n'a pas de mobilité? Ça veut dire quoi cette question? Ça pose aussi la question de l'autonomie et de la dignité des usagers face à ces services publics. Est-ce qu'on a tous les moyens de faire ça? Et il ne s'agit pas que ça fragilise les plus fragiles. Parce que déjà qu'on a des gens, ok, solides, mais on a aussi des gens fragiles. Comment on accompagne ces gens fragiles? Est-ce qu'on ne les fragilise pas davantage? Et puis, la question de l'humanisme. Hein, vous savez que l'humanisme, les étudiants en santé, on leur explique que primum non nocere. En premier, il ne faut pas nuire. Est-ce que ce qu'on offre, on n'est pas en train de nuire à certains? Donc vous voyez, ça partait de là, en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, je vous rappelle que ça faisait suite, ça aussi, au grand débat suite aux Gilets jaunes. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais 49% des répondants ont indiqué qu'ils avaient déjà renoncé à un service ou une allocation en raison de démarches administratives trop complexes. Ça interroge, non? Et donc, je trouve que c'était bien vu d'avoir un ouvrage sur ce sujet. Et ils sont tous construits de la même façon. Je trouve que c'est une belle logique. Il y a 8 cas pratiques. Donc je fais un peu de pub pour l'éditeur, hein, je vous conseille d'aller l'acheter et de le lire. Vous trouverez des cas très différents, effectivement, à la fois sur des logiques territoriales, de la sécurité sociale. Et puis dans la partie éclairage, effectivement, c'était de faire un point sur le sujet, de quoi parle-t-on, et puis perspective, un peu prospective, vers où on va. C'est ça l'objet du livre.
avec, encore une fois, des grilles de lecture un peu différentes. Et qu'est-ce que ça pose comme question très concrète pour nos usagers? Et il ne faut jamais oublier, dans l'autre sens, pour les gens qui servent ces services au public, comment on les forme, comment on les accompagne. Voilà, si je suis au service des impôts, quand c'est le moment des déclarations, faut-il qu'ils soient bien à jour des lois de finances qui ont changé, des conseils qu'on va venir demander, qu'on les sensibilise sur l'évolution de ces attentes de ces usagers, parce que moi, comme usager, je deviens pénible, je veux le service tout de suite, de qualité, qu'on me réponde vite à mon mail qui peut être complexe à traiter. Donc on est de plus en plus exigeant. Il y a aussi la question de comment on manage les gens qui servent ces services au public et comment ils sont accompagnés par leur propre manager. Voilà pour faire rapide. Merci. Corinne, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelques éléments sur ces figures de l'usager, dont l'usager auteur, chercheur. Oui, tout à fait. Déjà, je voulais remercier les rédacteurs en chef, les coordinateurs et rédacteurs en chef de cette revue, parce que moi, j'ai rejoint ce comité scientifique récemment et j'ai trouvé une équipe extrêmement sympathique avec des questions débattues de manière ouverte, et c'est, de ce point de vue, extrêmement stimulant intellectuellement. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié, déjà parce que c'est un sujet sur lequel je travaille, cet usager acteur, et je me dis que, finalement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire, pour reprendre un terme sur lequel on discutait tout à l'heure, à l'occasion de notre comité scientifique, c'est cette notion, ça croise aussi cette notion de la fabrique du service public. C'est-à-dire que cet usager acteur devient aussi fabricant du service public. On change de posture. Et ce qui est extrêmement intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'on a une multitude d'exemples, que ce soit sur les perspectives, sur les chapitres, sur les cas, où on nous montre justement comment rendre cet usager acteur. Et là, on voit très clairement qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la transformation de la culture publique, où on va développer cette fameuse orientation usager, une culture de l'usager, qui n'est pas nécessairement quelque chose que les services publics ont au départ dans leur ADN, puisqu'on est plutôt dans la posture, je sais ce qui est bon pour l'usager, je produis, je mets à disposition ce service public et à l'usager de venir le consommer, grosso modo. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? On construit avec l'usager. C'est-à-dire que l'usager, il devient spécificateur du service public. L'exemple de Saint-Étienne, justement, dans l'ouvrage est particulièrement intéressant, où on voit comment l'usager contribue à même créer son espace de vie, définir ce que peut être un espace de vie agréable. Donc il est spécificateur, il est créateur, il est producteur, il est même évaluateur, cet usager. Et finalement, on s'aperçoit qu'on découvre une ressource qu'on a longtemps sous-estimée, qui est celle de l'usager, qui peut apporter beaucoup pour améliorer la performance de nos services publics. Donc ça, c'est déjà le point sur lequel je voulais revenir. Et puis en même temps, moi, j'ai trouvé d'autres points qui sont intéressants, c'est de traiter des figures de l'usager qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter, comme la figure de l'usager contestataire. Alors celui-là, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cet usager contestataire? Parce que s'il est contestataire, il est aussi acteur du service public. Donc comment on prend en considération cette contestation dans la manière de faire évoluer nos services publics? Parce que c'est aussi un levier d'innovation, un levier de transformation, mais comme le soulignait Olivier, pas forcément toujours simple à prendre en compte ou à, on va dire, gérer pour les gens, les agents qui sont face à ces usagers contestataires. Donc il y a aussi un accompagnement à la formation et à la transformation de la culture de l'orientation usagée dans nos services publics. Et puis il y a un autre point que j'ai trouvé particulièrement intéressant et finalement qu'on traite assez peu souvent. Nous, on le traite dans le cadre de nos travaux et nos doctorants, et Cassandra est là, sur le champ de la santé. C'est ce qu'on appelle le non-recours au service public. Alors, il peut y avoir un non-recours qui est involontaire. Voilà, je n'ai pas de service public sur mon territoire. Donc, d'où la question de la digitalisation et de la l'égalité d'accès aux services publics, élément sur lequel vient de revenir Olivier.
Donc ça, le non-recours volontaire, bon, on a peut-être la digitalisation, mais qui n'est que, on voit, très limité dans la réponse que l'on apporte. Et puis on a aussi l'autre point qui figure dans l'ouvrage que j'ai trouvé intéressant, c'est le non-recours volontaire. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Le non-recours volontaire au service public, eh ben, c'est la question de la défiance. C'est l'usager qui se dit bah, finalement, est-ce qu'on est en capacité de m'apporter un service? La perte de confiance, la défiance, la méfiance, et comment on arrive justement, en rendant cet usager peut-être plus acteur du service public, à renouer cette confiance entre nos usagers et nos services publics. Bon, voilà, donc Olivier et Anne, sur l'ouvrage que vous avez coordonné, mais quelques points de réflexion autour de ces deux éléments-là, l'usager contestataire et l'usager qui finalement exprime un non-recours volontaire. Qu'est-ce que cela nous dit? Ce sont des points sur lesquels on ne revient pas si souvent. Peut-être, Anne, une réaction sur cet usager voilà, passif, contestataire, et des exemples peut-être qui ont été, qui vous viennent à l'esprit dans l'ouvrage ou que vous avez suivi plus particulièrement. Alors, si je reprenais les différents cas, les différents textes, oui, alors effectivement, il y a une grosse réflexion à avoir sur la question de l'usage du numérique, effectivement pour les services publics, et la construction de l'usager par l'administration numérique. C'est d'ailleurs là aussi, alors c'est pas dans les études de cas, c'est dans la partie perspective où là est montré précisément le non-usager finalement, celui qui n'a pas accès à certains services publics pour différentes raisons qui peuvent être liées à ses traits particuliers ou à ses capacités à y avoir accès, à l'utiliser, ou même qui dans certains territoires n'a pas forcément le recours pour accéder à ces services-là. Donc effectivement, il y a cette figure-là finalement qui devient un non-usager des services publics. Et puis effectivement, alors il y a la question de la passivité, mais bon, ça, on se demande si c'est encore le cas. Mais également la question de la contestation, effectivement, dans certains secteurs, et en rapport peut-être justement à la figure du service public. Je pense par exemple à Pôle emploi, par exemple, qui, on le sait, parfois est sujet justement à des réactions difficiles aussi des usagers vis-à-vis des services qui sont proposés, voire même vis-à-vis des travailleurs justement de Pôle emploi. Donc là, ça pose aussi la question du travail des agents des services publics face à ces usagers qui effectivement peuvent être pris dépourvus et puis qui parfois ont aussi besoin d'un accompagnement effectivement concernant leur travail et leur activité. Également la contestation, oui, elle peut. Alors moi, ce que j'avais vu aussi, c'est à partir de ces cas, j'avais repéré, si vous voulez, en quelque sorte, les différents éléments qui pouvaient faciliter, ou les différents degrés ou niveaux finalement d'échange et de construction entre l'usager et le service public à travers, par exemple, à un premier niveau, les échanges relationnels qui peuvent être facilités par la proximité physique, justement, avec les agents. Alors, ça peut être le cas d'une mairie, par exemple, de Pôle emploi ou de l'enseignement. Là aussi, il peut y avoir de la contestation, comme on peut le faire notamment. Des questions aussi autour de ces relations qui peuvent être construites à travers les associations d'usagers, avec la défense justement des intérêts des usagers, des représentations d'établissements ou d'organisations, par exemple syndicales, où là aussi il peut s'exprimer une certaine forme
de contestation, ou en tous les cas d'attente, finalement, aussi au service public, d'attente plus forte. Et puis voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais il y a par exemple cet exemple-là. En tous les cas, dans les études de cas, on peut le voir, et puis on a aussi des éléments d'explication dans les autres textes, éclairage ou perspective. Merci Anne. Alors peut-être quelques mots d'Olivier. Oui, c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup cette figure aussi de la co-construction entre les usagers et les services publics. Et peut-être qu'il y a des points d'attention en particulier sur lesquels Olivier veut peut-être insister. Juste un mot, parce que je surveille la pendule en même temps. Hein. Je partirai de Nietzsche. Ça fait un peu loin, hein. Mais rappelez-vous, il disait que les convictions, c'est des ennemis de la vérité beaucoup plus dangereux que les mensonges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un outil de management fabuleux, ça s'appelle la discussion. Mettre les gens autour d'une table et discuter. Donc attention de vous méfier des visions dogmatiques. La digitalisation, ça va sauver tout, c'est génial, ça va mettre en lien tout le monde. Il ne faut pas la sublimer. Mais il ne faut pas, dans l'autre sens, avoir une vision diabolique de la technologie qui démontrait le lien social. Voilà, il faut raison un peu garder. Et du coup, si on fait ça, eh ben, il faut essayer de construire des organisations dans lesquelles on met l'usager au centre. Et pas l'organisation avec ses contradictions, sa complexité, de mettre des agents entre des logiques différentes, c'est pas évident. Mais placer l'usager au centre, c'est assez facile à dire, c'est un peu moins facile à faire. Et puis, le dernier point sur cette question-là des convictions, il ne faut jamais, je pense, oublier la dimension symbolique, quoi. Quand vous avez un habitant d'une commune qui va à la mairie rencontrer le maire, ben, il rencontre le maire, quoi. Et c'est important. Et là, eh bien, un grand coup de chapeau aussi, évidemment aux agents en contact, aux élus. On aura la chance, et merci d'avoir une conférence de notre préfacier. Eh ben, dans un engagement, voilà, ben, nos politiques font le job, rencontrent les gens, et je pense que c'est une dimension importante. Et moi, je crois beaucoup à la discussion, se mettre autour de la table et construire un service qui corresponde aux besoins et à l'évolution de ces besoins, plutôt que de se dire depuis mon ministère ou Dieu sait où, attendez, moi je sais ce qui est bon pour vous et ça va se dérouler comme ça. Et les agents, petit doigt sur la couture du pantalon, et les usagers pareil, et vous allez faire ce qu'on vous dit. Oui ou non. Moi, je suis plutôt pour non, on se met autour de la table et on discute. Voilà, ça paraît un peu rustique, mais ça améliore grandement les choses. Donc voilà, mais vous trouverez pas mal de choses dans l'ouvrage. Je suis vraiment encore désolé de vous laisser aussitôt, mais aussi bien Laurent, Alain ont toutes nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Je viens de vous dire que c'était possible de dialoguer. Donc il ne faut surtout pas se gêner, hein, parce que c'est comme ça qu'on construit, aussi bien quand on a des étudiants, des doctorants, que quand on rencontre des gens comme vous qui mettent l'énergie suffisante pour venir un soir nous écouter. Et un grand merci à vous tous pour ça, parce que c'est vraiment un beau signe encourageant pour nous. Merci Olivier. Peut-être pour prolonger un peu sur ces figures de l'usager, j'avais envie de demander à Corinne, peut-être, il y a un chapitre en particulier qui est très intéressant sur les patients, hein, les usagers patients de l'hôpital, et finalement comment peut-être aujourd'hui on a changé un peu vraiment à la fois de posture, de manière de construire finalement ce service public de santé avec les usagers, avec un certain nombre d'expériences qui sont relatées dans l'ouvrage. On a l'impression vraiment d'un nouveau paradigme qui se construit dans le monde de l'hôpital en particulier. Oui, avec limite, hein, bien sûr. Mais... Oui, tout à fait, Laurent. On est passé d'une posture où finalement le patient était extrêmement passif, hein, une approche très paternaliste, on va dire, avec le sachant finalement qui est le médecin et le patient qui est l'ignorant. Et finalement, dans ce paradigme-là, c'est de considérer que qui mieux que le médecin sait ce qui est bon pour le patient. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la perspective que l'on essaie de diffuser. Donc c'est aussi cette culture de l'usager, orientation usager pour le coup qui est le patient,
en se disant que finalement, qui mieux que le patient lui-même peut expliquer comment il vit un parcours de soins, une maladie, et comment on peut justement transformer nos prises en charge en accordant de l'attention à la parole du patient. Et donc ça, c'est vrai que c'est un changement aussi de relation entre le corps médical et le bénéficiaire des services médicaux, de plus se mettre dans cette posture de passivité, mais de devenir aussi, entre guillemets, acteur. Alors acteur, vous allez me dire, dans une moindre mesure, parce que dans la capacité qu'il aura. Mais c'est tout ce courant. Alors on peut en dire et en penser ce qu'on veut, mais autour au moins de ce qu'on appelle l'expérience, c'est-à-dire s'appuyer sur la manière dont les gens vivent le service public, le soin qu'on leur délivre, parce que ce sont eux qui sont plus à même de dire s'ils considèrent qu'ils sont bien pris en charge, comment on peut améliorer les choses, etc. Et ça donne lieu aussi à de nouvelles figures qui sont d'ailleurs évoquées, qui est la notion par exemple de patient partenaire, où le patient devient partenaire de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'il est force de proposition, force d'action. On a aussi le partage d'expériences entre patients, ce qui exige une nouvelle posture du patient, mais aussi une éducation du patient, terme qui est cher à Alain Bouvier. Mais cette notion d'éducation, ce n'est pas simplement former des jeunes, mais c'est aussi former des individus, des citoyens à la confiance d'être aussi acteurs du service public. Donc ça, c'est cette notion d'éducation du patient, de formation du patient pour qu'il puisse devenir véritablement acteur. Ces ressources, il ne les a pas spontanément. Donc il faut aussi lui donner confiance, lui montrer que oui, on peut s'appuyer sur son ressenti, sur son expérience pour transformer nos services publics et finalement, et le service de santé en l'occurrence. Et ça, c'est effectivement l'émergence d'un nouveau paradigme qui percute nos façons de voir le monde, hein, et en particulier dans l'univers hospitalier, mais qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, si j'ose dire, avec cette volonté de l'hôpital, du service de santé, des services de santé, d'accorder plus d'attention à la manière dont le patient vit le service de santé et l'accès à la santé. Merci Corinne. Alors je ne sais pas, Anne, peut-être on peut glisser peu à peu avec cet exemple de l'hôpital, mais effectivement, il y a, dans l'ouvrage, il y a des chapitres très intéressants, y compris de prise de parole à la fois des usagers et puis aussi des agents publics qui accueillent ces usagers. On parlait de Pôle emploi tout à l'heure. Peut-être glisser dans notre table ronde sur un peu qu'est-ce que ça change tout ça dans finalement les services publics d'aujourd'hui et peut-être de demain. Est-ce que ça conduit à de nouvelles orientations, finalement à susciter des innovations dans les services publics? On vient de l'évoquer à propos de l'hôpital. Mais est-ce que ça n'interroge pas aussi sur le vécu des agents de services publics face aux usagers et du coup, finalement, derrière tout ça, il y a peut-être des angles pas toujours envisagés, y compris dans un institut de formation comme l'IADT, qui est la question de la formation, effectivement, des agents ou des futurs agents, des futurs cadres, y compris des collectivités territoriales en ce qui me concerne, mais on peut élargir le propos à toutes les fonctions publiques. Anne, que pensez-vous de tout ça? Merci. Peut-être je vais faire un tout petit détour qui permettra de répondre à votre question. C'est qu'en regardant ou en réfléchissant à nouveau sur ce que je disais tout à l'heure, les moments ou les moments ou les lieux finalement où l'usager est acteur, j'avais pu aussi, à travers cet ouvrage, mais identifier, et par d'autres exemples, identifier plusieurs éléments. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être à travers les échanges relationnels avec les agents des services publics qui sont facilités par la proximité physique. Donc là, l'action finalement de l'usager peut se développer. Ça peut être à travers les associations d'usagers, à travers leur représentation dans les instances. Donc, on a des exemples dans cet ouvrage, en France et au Canada, par exemple.
Ça peut être aussi des représentations dans le pilotage de l'organisation, par exemple le système de santé à travers la démocratie sanitaire, l'association de malades. Ça peut être même au cœur même de la mission du service public et de prendre en compte les demandes de l'usager pour construire cette offre de service à travers justement la formation continue à la carte. Conservatoire national des arts et métiers. Il y a un exemple, donc, une étude qu'il y a dans l'ouvrage, voire aussi l'exemple de la validation d'expérience. Usager acteur, ça peut être à l'occasion aussi de nouvelles organisations du travail, effectivement, et d'espaces de travail, comme des mises en avant de guichets dans l'espace même du travail des agents. Ça peut être aussi à l'occasion des innovations technologiques, alors avec toute l'ambiguïté et le paradoxe qu'il peut y avoir, comme on a vu tout à l'heure, que l'usager pouvait être à la fois, dans certains cas, non-usager, ou alors carrément en autoproduction de son service rendu à lui-même. L'usager acteur, c'est à travers des dispositifs, donc des droits au dossier, effectivement, le malade à l'hôpital, voire des possibilités de contentieux administratifs et juridiques. On parlait tout à l'heure de l'usager Ça peut être aussi à travers les manifestations publiques de citoyens, à travers des grèves, à travers encore des enquêtes de satisfaction ou des démarches qui transforment effectivement l'organisation. Alors justement, il y a un texte sur l'hôpital qui fait référence à Montréal Modèle, où justement il y a effectivement dans les organisations du travail elles-mêmes, dans l'organisation de l'hôpital, une proximité et la place de l'usager est très fortement acteur pour mettre en œuvre donc cette coproduction. Donc là, j'ai voulu vous donner un petit peu tous ces niveaux finalement, allant du relationnel jusqu'à l'organisationnel, voire même le politique et le juridique, du coup, pour montrer comment l'usager peut se déployer en tant qu'acteur. Alors, c'est sûr que sous cette nouvelle posture ou dimension, vous disiez, Laurent, peut interroger à la fois le travail des agents, la travail, effectivement, peut nécessiter une formation particulière sur. Alors après, on peut imaginer des tas de choses, imaginer des plans de formation aussi à travers tout ça. Mais effectivement, la dimension relationnelle, la dimension fonctionnement et culture du service public, donc peut-être s'éloigner d'une vision trop bureaucratique, évidemment, mais avec des modèles plus interactifs, du fonctionnement en projet, de la collaboration, de la coopération, etc. Donc c'est autour effectivement aussi de la culture que l'on peut aussi travailler et peut-être aussi sur la relation de travail et sur les différents types d'organisations de travail qui laisse plus de place, effectivement. Merci Anne. Du coup, avant de peut-être de donner la parole à la salle pour des questions ou des réactions, ce que je retiens aussi, voilà, c'est bien tous ces enjeux. On va reparler de proximité, de personnalisation du service et qui renvoie à ces enjeux de confiance qu'on a évoqués, à des enjeux aussi de comment on se coordonne finalement, comment on organise des formes de coordination entre ces différents acteurs, dont les usagers, mais aussi les agents des services publics, et des agents des services publics dont on voit bien ce qui change peut-être en termes de capacité d'écoute, de capacité d'évaluation de ce que l'on produit ou de ce que l'on coproduit avec les usagers, et avec des enjeux forts aussi sur le plan éthique qui sont aussi posés dans l'ouvrage. Donc beaucoup d'enjeux finalement derrière cette question de l'usager qui sont posés, des enjeux de proximité, d'écoute, de communication, d'éthique, d'autonomie, voilà, beaucoup d'aspects qui sont présents dans l'ouvrage. Je ne sais pas, Corinne, tu... Oui, et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi des enjeux, je dirais, de modularité. C'est-à-dire que si on met vraiment l'usager au centre de notre réflexion, tout usager n'a peut-être pas envie d'être acteur ou n'a peut-être pas la possibilité d'être acteur. Donc c'est aussi d'imaginer des services publics qui puissent d'un côté permettre à cet usager d'exprimer
pleinement sa volonté d'être acteur, mais en même temps, comme c'était évoqué tout à l'heure par Olivier, de permettre d'imaginer des services publics qui puissent aussi s'adresser à ces usagers qui parfois ne peuvent pas aussi être acteurs. Merci. Donc peut-être pour terminer cette table ronde et avant de laisser la parole à Jean-Yves Goudbel, voilà, est-ce que du côté de la salle, il y a des réactions, des questions auprès de nos coordinateurs? Écoutez, moi, je voudrais rendre hommage aux services publics que je rencontre en ville, mais quand je vais dans le fond de ma Creuse, passer mes vacances dans mon village où il n'y a plus qu'une centaine d'habitants, je rencontre le désespoir des gens qui sont loin de tout, qui n'ont pas de voiture pour rencontrer le service public, qui n'ont pas d'ordinateur et qui ne savent pas ce que c'est. Et je suis consterné, si vous voulez, de voir partir la poste un jour, l'école il y a 20 ans. Alors c'est le maire qui est assailli de questions, qui fait un sacerdoce, mais je n'ai pas entendu parler dans ce que vous avez dit jusqu'à maintenant de ces déserts totaux, des diagonales du vide. Je ne sais pas ce que la République va faire pour ça, mais c'est désespérant. Alors effectivement, il y a un chapitre qui aborde le cas d'une petite commune rurale, alors qui est peut-être dans une position effectivement qui n'est pas celle d'un dépeuplement. Enfin voilà, hein, il y a peut-être un seuil. Alors c'est des grandes questions, ça, mais de peuplement minimum pour entretenir. Et c'est très intéressant de voir comment une équipe municipale travaille sur un certain nombre de thématiques avec les usagers et pour conforter, améliorer, parfois jouer un rôle, y compris d'intermédiaire par rapport à ces enjeux numériques et d'accès aux usages numériques. Donc voilà, il y a des choses qui sont possibles à l'échelle la plus fine, mais évidemment, dans certains territoires se pose la question de la présence minimale. On n'a jamais réussi à définir un seuil, mais enfin minimal de population pour avoir effectivement un service public, des services publics, et puis co-construire peut-être des choses avec les usagers. Tout à fait. Mais je pense que Jean-Yves Goudbel reviendra peut-être sur ces aspects de proximité dans des territoires plus ruraux. Oui, l'usager est souvent centré sur un problème précis qu'il rencontre et qui lui semble urgent à résoudre. L'usager est souvent aussi, je dirais, centré sur un secteur géographique précis. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours une vue extrêmement globale. Il fera souvent partie de collectifs qui seront éphémères, souvent éphémères, parce que le problème sera résolu rapidement ou ne sera jamais résolu et les gens finiront par se lasser. Et je dirais que l'usager va être celui qui dérange. Il ne va pas déranger toujours l'élu. L'élu va l'écouter parce que lui aussi ressent à peu près les mêmes besoins. Mais l'élu a derrière lui l'administration. Et l'administration, c'est non possumus. Nous ne pouvons pas. Impossible. Il y a des difficultés techniques. Il y a, alors j'ai vu ça, moi, au niveau de la ville de Clermont, dans les comités de quartier que j'ai connus, moi, depuis 1975. Et puis, j'ai connu cela à la Fédération des usagers des transports SNCF. Comme par ailleurs j'ai été syndicaliste, je m'aperçois que ces collectifs ont une certaine fragilité parce qu'ils n'ont pas d'histoire. Leur histoire, c'est 5 ans maximum. Bon, ensuite, il y a des difficultés. Bon. Et l'usager peut être aussi objet de récupération. Gilles de Robien, qui a été l'initiateur des comités de quartier et qui était maire de Amiens, Gilles de Robien disait on peut utiliser, je dirais, pour son service politique, donc on peut utiliser les comités de quartier et leurs militants. Voilà des gens généreux. Voilà des gens qui, par conséquent, peuvent apporter un sang nouveau. Mais le sang nouveau, il ne durera pas très très longtemps parce que l'administration, souvent, habituée à ses cadres habituels, eh bien, cette administration l'étouffera. Merci pour
cette expérience et tout ce qu'elle traduit de réalité, y compris cette dimension de collectif, parfois éphémère. Les usagers peuvent être effectivement dans des dimensions plus éphémères et de mobilisation, de co-construction, effectivement. Le temps est une variable importante. D'autres réactions ? Oui, je peux rebondir sur ce que disait monsieur, sur un point et un questionnement qui est soulevé à l'hôpital, qui est très très débattu aujourd'hui. Et on s'inspire de l'expérience de l'Amérique du Nord. Tout à l'heure, j'ai évoqué les clients, patients. Alors, clients, on dit en Amérique du Nord, nous on utilise encore le terme de patient, patient-acteur, patient-partenaire. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on mobilise dans les hôpitaux cette ressource qui est le patient. J'utilise volontairement le terme de ressource et c'est celui qui est utilisé, et de patient partenaire. Et on va, par exemple, ce patient va être force de partage d'expérience, accompagner un autre patient qui vit la même chose que lui, mais à un autre stade de la maladie, par exemple, l'accompagner. Et donc, on se questionne sur la rétribution de cette ressource. Parce que finalement, ce patient qui devient acteur, il est aussi une ressource qui est mobilisée par les services publics. Et aujourd'hui, il y a un débat dans les hôpitaux, on a vu émerger ce qu'on appelle les universités des patients, ou les patients qui ont qui ont vécu un parcours de soins de maladie peuvent être diplômés d'université des patients, et on peut mobiliser cette ressource dans les hôpitaux. Et se pose la question de leur rétribution, qui est une question extrêmement complexe, qu'on n'a absolument pas tranchée en France. Mais ce patient acteur, ce patient partenaire en Amérique du Nord donne lieu aussi à une rémunération, finalement, à une rétribution de sa contribution en tant qu'acteur au service public. Donc ça croise aussi cette notion de ressources, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la valorise. Merci. Bien, écoutez, je crois qu'on va clore cette table ronde. On est dans le timing que l'on avait prévu. Et donc, je vous propose maintenant d'écouter avec grand intérêt l'intervention de Jean-Yves Goudbel, donc notre préfacier de ce numéro 22 de l'usager, que l'on a sollicité évidemment par son ancrage territorial. On continuait dans notre dynamique de relocalisation de la collection, mais qu'on l'on a sollicité évidemment par rapport à ces réflexions. Effectivement, à la fois des réflexions d'universitaires, qui est parfois venu intervenir auprès de nos étudiants il y a quelques années, et c'était toujours un plaisir de l'entendre. Et puis en même temps, évidemment, sa très longue expérience d'élu local, et donc toutes ces réflexions autour de son ouvrage, notamment sur l'éloge de la proximité, nous semblait faire écho à cette question de l'usager, et évidemment avec des réflexions qui peuvent être un peu plus empreintes sur la thématique territoriale, sur les territoires ruraux, les territoires de proximité, territoires urbains aussi. Et dans le cadre de sa présidence du conseil départemental, je crois que Jean-Yves Goudbel a toujours travaillé cette question des relations entre la ville et les territoires ruraux, ces alliances, ces réciprocités qui peuvent être construites au bénéfice des habitants et donc d'une certaine façon évidemment des usagers. J'ajouterais donc que Jean-Yves Goudbel est aussi aujourd'hui chargé d'une mission interministérielle autour des enjeux de la montagne, y compris des montagnes qui peuvent être de cette diagonale du vide qui a été évoquée tout à l'heure. Et puis avant de lui laisser la parole, je voudrais juste faire part d'un petit souvenir personnel. Il y a une petite quarantaine d'années, j'étais étudiant en licence, et je voulais travailler sur la question des marchés de la ville de Clermont-Ferrand. Et j'avais sollicité un entretien en tant qu'usager, presque étudiant usager, auprès de Jean-Yves Goudbel, qui était adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge de l'économie, qui est un de ses thèmes de prédilection. Et il m'avait reçu.
Voilà, c'était l'accès finalement à l'élu, et l'usager n'avait pu qu'être très heureux de cette réception qui m'avait ouvert des portes pour travailler cette petite recherche sur les marchés au quotidien dans la ville de Clermont-Ferrand. Donc 40 ans après, merci. Bien, alors je voudrais tout d'abord remercier le recteur Alain Bouvier et le professeur Laurent Riotor de m'avoir invité à venir vous parler du thème qui a été annoncé. Et puis c'est avec plaisir ici que je me retrouve ici, parce que j'ai passé quelques années, même si l'établissement est récent, j'ai traversé la rue à côté pour passer de la faculté de droit et de sciences économiques à l'époque à cet établissement, puisque j'enseignais ce qu'on appelait les stratégies de développement territorial à des étudiants de master qui se destinaient, pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs, à la fonction publique territoriale. Je voudrais, en préalable au sujet lui-même, faire 3 remarques. Tout d'abord, alors une sur laquelle je vais aller rapidement, puisque ça a été dit par la première intervenante, ça a été évoqué, c'est toutes ces notions d'usager, consommateur, citoyen, acteur. Consommateur au sens strict du terme, c'est celui qui consomme un bien ou un service dans une économie qui est régie par des mécanismes du marché, avec une offre, une demande, un prix. Et quand on n'est pas content du produit ou du service, la sanction, c'est qu'on n'achète plus ou qu'on diminue les achats. Ça peut faire baisser les prix, au contraire, ça peut les faire monter s'il y a une demande trop importante avec une offre qui est trop faible. L'usager, c'est plutôt l'utilisateur, et c'est ce que j'ai bien compris, d'un service public ou de service au public. Et l'usager, il a, je dirais, un droit à la parole différent du consommateur. Il est parfois d'ailleurs institutionnalisé en tant que tel, puisque dans certaines grandes entreprises publiques, il y a dans les conseils d'administration les représentants des employeurs, les représentants des syndicats et les représentants des usagers. Alors après, se pose la question de la représentativité des représentants des usagers. Mais ça existe, c'est institutionnalisé. Le citoyen, évidemment, c'est une compétence beaucoup plus large qui s'attache au choix de société, mais le citoyen, il est aussi usager. Et puis, il y a l'acteur. Et on a vu tout à l'heure dans la discussion qui a précédé que l'usager, il peut être acteur, il peut être coproducteur d'un service public. Et de la même manière, sur des questions territoriales, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, eh bien, le citoyen peut être acteur sur un projet de développement territorial. Si bien qu'entre toutes ces notions, la frontière n'est pas absolument tranchée. Il y a des chevauchements, mais je crois qu'on se comprend. Tout ce qui a été dit tout à l'heure a le mérite de clarifier, je crois, les choses. Après, deuxième question qu'on peut se poser, c'est une question de gros sous, si j'ose dire. C'est la question du prix qui est supporté par l'usager. Alors, dans un service public, ça peut être un prix nul. Ça arrive, il y a des services publics qui sont gratuits. Ça peut être un prix modulé, qui généralement est inférieur au prix de revient, au coût, mais qui peut être modulé suivant différents critères. Par exemple, dans certaines collectivités locales, la tarification des cantines scolaires sera liée aux revenus des familles, ce que j'avais par exemple au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Et se pose toute la question du financement de ce service public. Entre quoi? Entre ce qui est payé par l'usager, ce qui est supporté par le producteur du service public, et lorsqu'il y a une différence, eh bien, c'est la fiscalité qui rentre en ligne de compte. C'est tout le problème, au fond, de la détermination du prix qu'on fait payer à l'usager, ou du non-prix. Quelle est la part qui est prise en charge par l'usager? Quelle est la part qui est prise en charge par la collectivité à travers la fiscalité? Puis l'usager, troisième question qu'on peut se poser, c'est aussi, par rapport aux autres termes que j'ai employés,
c'est un acteur fondamental, ou ça peut être un acteur fondamental de l'amélioration du service public, la qualité du service, la performance du service, l'adaptation du service à des besoins qui évoluent. Donc tout ceci, ça a été évoqué, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, il se pose la question de la proximité dans tout cela, parce qu'on voit bien que c'est quand même un sujet qui est revenu à travers les différentes interventions tout à l'heure. Alors, moi, je vous propose d'aborder cette question que je dois traiter ce soir autour de 3 points. Tout d'abord, la proximité, est-ce que c'est une valeur en soi? Ensuite, on éloigne parfois la proximité, et je vais prendre comme exemple un certain nombre d'aspects de la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Je serai un petit peu critique, mais j'ai toujours été sur ce sujet. Et je prendrai, troisième partie, un cas concret que j'extrairai de cette loi NOTRe, qui est la question de la mobilité sur les territoires. Parce que la mobilité, c'est aussi comment vaincre la distance et comment ramener la proximité. Donc, premier point, la proximité, une valeur en soi, vraisemblablement. J'ai repris ce titre, d'ailleurs, d'un de mes collègues économistes et géographes, Laurent Devzy, qui a écrit beaucoup sur ces sujets de territoire et qui avait intitulé, je crois, un chapitre ou un paragraphe dans ces chapitres, La proximité, une valeur en soi. Quand on parle de deux personnes et qu'on dit qu'elles sont proches, ça veut dire qu'elles partagent un certain nombre de choses. Ça veut dire aussi qu'elles échangent. Donc il y a un dialogue qui s'instaure et c'est cette proximité qui est importante. C'est aussi vrai dans la proximité que l'on trouve, c'est dans la proximité qu'on trouve des réponses à des sujets évoqués. Tout à l'heure, on évoquait le dialogue avec un maire, le dialogue avec tel ou tel producteur de services publics. Et au fond, le projet de territoire, je vais y revenir, c'est quelque chose qu'il faut essayer de construire dans la proximité. Dans la proximité. Alors, c'est tout le sujet qui était à la mode à une époque, je ne sais pas, en retour de l'âge universitaire, c'était le sujet du développement par le haut et du développement par le bas. C'est-à-dire, soit ça vient d'en haut et on met en œuvre, soit on essaie de construire un projet de développement, toute la question d'ailleurs du développement local. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre le cas vécu en tant que président du conseil départemental, général d'abord, qui est devenu départemental après, et qui est le cas de la candidature que nous avons présentée à l'époque de la chaîne des Puits de la Faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, il y avait deux possibilités lorsque j'ai lancé cette affaire. Soit je recrutais un cabinet que je chargeais de mener ce dossier, de construire ce dossier. C'est ce que beaucoup de sites candidats à l'UNESCO ont fait. Je pense en particulier, parce que c'est d'actualité, à Nîmes, la partie historique de Nîmes qui est candidate au patrimoine mondial, s'est appuyée sur un cabinet. Eh bien, nous avons fait un choix différent. J'ai souhaité à l'époque que ce soit nous-mêmes, au sens large, qui construisions ce dossier de candidature. C'est quelque chose de complexe et j'ai donné à ce moment-là l'orientation au conseil départemental de mobiliser la ressource locale. Et comme dans ce type de dossier, il y a une partie scientifique importante, on a affaire à des géologues, à des vulcanologues, à des experts internationaux dans ce domaine-là, eh bien je me suis tourné vers un laboratoire clermontois, Magmas et Volcans, qui est peut-être peu connu clermontois, mais qui doit être le deuxième laboratoire dans sa spécialité au monde. Donc nous avons déjà mobilisé la ressource locale scientifique. Et d'ailleurs, au-delà de cette partie purement géologique, vulcanologique, on s'est intéressé par la suite aux effets produits ou des effets résultant de l'inscription au patrimoine mondial, et on a fait appel, je crois, à des enseignants d'ici, des chercheurs, pour essayer d'analyser les effets économiques sur la fréquentation touristique, etc., de cette inscription au patrimoine mondial. Et lorsque nous avons présenté cette candidature, je vous ai parlé de la ressource locale, dans la proximité, nous nous sommes aussi appuyés
sur tous les partenaires locaux. Sur tous les partenaires locaux, les élus concernés par le périmètre, donc les maires, présidents de communautés de communes, le monde associatif, qui s'intéressait aux questions d'environnement, de préservation de l'environnement, le monde culturel, les entreprises, et d'ailleurs les entreprises ont saisi la balle au bon puisqu'elles ont créé une fondation. Au départ, il y avait 7 ou 8 entreprises qui ont créé une fondation, elles sont maintenant plus nombreuses, pour justement participer au financement du plan de gestion de cet espace. Nous sommes adressés à des partenaires autres aussi, et au grand public. Et je pense que cette façon de procéder a fait qu'on a eu un projet véritablement, même si on n'avait pas pensé que ça allait se passer comme ça au début, un projet de territoire auquel on a associé différentes parties prenantes. Et c'est très important parce que dans la démarche que nous devions conduire à l'UNESCO, il fallait apporter des éléments scientifiques, mais il fallait aussi à un moment démontrer qu'il y avait une adhésion de la population, des forces vives, comme on dit, à ce projet. C'est aussi un des critères qui fait qu'on emporte un dossier ou pas. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas une condition suffisante, mais en tout cas, elle est nécessaire. Donc nous avons travaillé de cette manière-là pour construire ce projet. Et une fois l'obtention de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, je me rappelle, c'était le 3 juillet 2018, des journalistes étaient là, c'était à Bahreïn, et me disent, ça y est, c'est terminé. J'ai dit non, c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout commence parce que le fait d'être inscrit au patrimoine mondial, c'est un certain nombre d'exigences. Et précisément, il faut avoir un plan de gestion parce qu'il y a des visites périodiques, des évaluations, etc. Eh bien, ce plan de gestion et cette suite, eh bien, on en a fait aussi un projet de territoire en reprenant ces différents partenaires que nous avions mobilisés au moment de la candidature. Donc voilà un exemple, si vous voulez, de proximité qui fait que on a mobilisé tout le monde, on a intéressé tout le monde, et finalement tout le monde s'est senti partie prenante. Et quand on a un projet sur un territoire, c'est la meilleure façon d'avancer, de faire avancer les choses. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas de territoire condamné, y compris dans la Creuse, sur les territoires que vous évoquiez tout à l'heure. Souvent, c'est qu'il y a des territoires sans projet. Donc il faut avoir des projets, et pour avoir des projets, bien, ça ne vient pas forcément d'en haut. Il faut aussi que ça vienne de la base, donc de la proximité. Alors, il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure, est très importante, mais je ne vais pas m'y attarder, c'est la question de l'accessibilité, de l'accès aux services publics, et toute la question de la numérisation des nouvelles technologies d'information et de communication. Donc là, ça peut raccourcir les distances, mais on s'aperçoit que c'est parfois un obstacle, parce qu'on a un a priori par rapport à ce mode de fonctionnement, ou parce qu'on n'est pas au point. Moi-même, je suis un peu de l'époque de la plume doigt par rapport à des gens qui manipulent l'informatique de manière tout à fait remarquable, et quelquefois je rase un peu les murs, parce que je ne me sens pas à l'aise quand je parcours certains endroits dans les ministères à Paris, où je vois les gens, j'ai l'impression parfois d'être dans une salle des marchés, derrière un ordinateur, qui font de la cartographie, qui font plein de choses, enfin voilà. Donc ça, c'est un sujet très important, donc il faut arriver aussi à avoir une médiation numérique, parce qu'on ne se met pas du jour au lendemain au numérique, notamment pour des personnes plus âgées. Et d'une manière générale, on s'aperçoit que ce besoin de proximité revient sur la scène. L'affaire des Gilets jaunes, on peut l'analyser de différentes façons, mais ça a été aussi une question de proximité et une question de considération. On a eu le sentiment à un moment, plus ou moins confus, plus ou moins exprimé, qu'il y avait une partie de nos concitoyens qui avaient le sentiment d'être laissés de côté, d'être abandonnés, de ne pas être considérés. Mais je crois que là, ça a montré à quel point la proximité est aussi une valeur importante. Et vous savez, on parle, souvent on a cette expression, on dit il faut penser global et agir local.
C'est vrai, il faut penser global, parce que nous ne sommes pas dans un univers qui est clos par des frontières. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est mondialisé avec tous les avantages et inconvénients que ça peut représenter. Mais en même temps, si on veut trouver des solutions, parfois pour des grands défis, eh bien, le local, la proximité, c'est la bonne échelle, parce qu'on peut expérimenter, parce qu'on peut mobiliser autour de soi et rendre plus responsables, je crois, les gens qui sont sur le terrain. Et dans ce registre-là, de donner un ou deux exemples vécus au conseil départemental, j'avais lancé il y a quelques années ce qui s'appelle agri-local. Agri-local, c'est quoi? C'est la mise en place des circuits courts pour alimenter la restauration collective. Alors, on pense à la restauration des collèges, le conseil départemental, à la restauration des maisons de retraite, etc. C'est parti d'une histoire un peu curieuse. Je me trouvais à Saint-Germain-l'Herbe, où je visitais l'EHPAD de Saint-Germain-l'Herbe. Et je me suis trouvé vers les 6h30, 7h, c'était l'heure du repas. Et je vais voir tous les pensionnaires qui étaient là, discuter avec la directrice, et je vois qu'ils mangent du fromage. Ben, je dis, c'est bien, vous mangez du fromage dans un pays de production de fromage, puis vous avez une laiterie là, qui est à 4 km à Fournol. La directrice m'a dit, mais attendez, c'est du fromage qui est fabriqué dans cette laiterie, mais qui passe par Marseille, parce qu'on est avec des centrales d'achat, donc vous voyez un peu, sur le plan d'ailleurs environnemental, bilan carbone, le circuit du fromage fabriqué à Fournol, qui va dans des entrepôts à Marseille et qui remonte, la boucle est presque bouclée, sauf les 3 km restants. Et partant de là, bon, j'avais quelques autres sujets de sensibilisation sur ce thème-là, on a lancé AgriLocal. AgriLocal, ça a été quoi? Ça a été, on se fournit dans la proximité, on donne l'agrément à un certain nombre d'agriculteurs, de fournisseurs, qui sont habilités à fournir les cantines des collèges, la restauration des maisons de retraite. Et c'est une affaire qui a marché, puisque AgriLocal, qui est né ici, avec le département de la Drôme, d'ailleurs, puisqu'à l'époque, le président du département de la Drôme, c'était Didier Guillaume, qui a été ministre de l'Agriculture après, on s'était vus tous les deux, on avait dit, on est sensibilisé à ça, il faut qu'on essaie de monter quelque chose. Et aujourd'hui, on a, je crois, alors je ne suis plus vraiment dans le coup depuis bientôt un an et demi, mais on a à peu près une quarantaine de départements qui ont adhéré à ce dispositif, qui est aussi un dispositif de proximité. Et puis, toujours sur ce registre-là, de la proximité, je ne peux pas ne pas faire allusion, mais j'y viendrai plus en détail, aux lois de décentralisation. Quand on regarde ce qui s'est passé au début des années 80, avec ce qu'on a appelé les lois de fer, eh bien, la décentralisation, ça a consisté à rapprocher quand même fortement l'usager, le citoyen et le décideur. Je me retourne vers M. le recteur, les collèges, les lycées. C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est fait depuis la décentralisation en termes bâtimentaires dans les collèges et les lycées, c'est quand même, alors on peut faire mieux sans doute, mais c'est quand même assez remarquable et ça s'est fait dans des délais très rapprochés. Tout ça parce que le décideur était là à proximité, le décideur et le financeur étaient à proximité. Et vous savez qu'il y a cette répartition, les mairies c'est le primaire, les départements c'est les collèges et les lycées c'est la région. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet, je me rappelle dans le bureau de Roger Quillot, qui était maire de Clermont, Gaston Defferre était là, et je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi on ne met pas le primaire avec les mairies, ça paraît logique, c'est une histoire, etc. Et puis on met tout le secondaire avec les départements. Et puis on met l'enseignement supérieur avec les régions. Ah, Gaston Defferre m'a dit, mais attends, c'est tes collègues qui n'ont pas voulu, parce qu'à l'époque, on considérait que l'université, l'enseignement supérieur, c'était pas une collectivité locale, ça devait être l'État. Ce qui aurait simplifié les choses, parce qu'aujourd'hui, on se trouve confronté parfois à la gestion d'ensembles immobiliers qui sont des cités scolaires, où on trouve collèges et lycées. Par exemple, Blaise Pascal, Jeanne d'Arc, on pourra en prendre d'autres.
Et c'est parfois très compliqué pour arriver à établir des programmes de travaux. Bref, on voit bien que cette idée de décentralisation qui s'est mise en œuvre avec une première vague, un peu le fondement de la décentralisation, ça a été une traduction concrète. J'ai pris l'exemple des collèges et des lycées. On pourrait prendre évidemment d'autres exemples. Et d'une manière générale, d'ailleurs, tout ce qui sous-tend ces lois de décentralisation, c'est précisément la proximité. Alors, il y a eu un aspirateur discret, important dans ces lois de décentralisation, qui est qui est plus de ce monde, mais qui était un Auvergnat, plutôt moi, célèbre, c'était Michel Charasse, qui était là pour instiller un certain nombre de choses à Gaston Defferre. François Mitterrand était assez sensibilisé à ça parce qu'il était président de département, mais il fallait aussi faire passer des messages dans l'administration qui se sentait parfois dépossédée. Mais encore une fois, ce qui présidait à tout ça, c'était la proximité. Donc, on a au fond ce mode de fonctionnement qui appelle plus de proximité, cette attente aussi du public, des usagers, des citoyens, de plus de proximité. On aime bien discuter avec celui qui décide, parce que c'est plus concret. Souvent, il y avait des cheminements qui étaient un peu longs, qui remontaient à Paris. On sait bien que tout ça, c'était très compliqué. Et deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que on n'a pas toujours garanti la proximité, y compris dans les lois qui ont suivi les principales lois de décentralisation, loi Defferre. Il y a eu des lois, par exemple, le transfert des routes nationales au département. Ça s'est passé sans trop de problèmes. Par exemple, dans le département du Puy-de-Dôme, il n'y a plus une seule route nationale. Elles sont toutes départementales, communales ou intercommunales pour certaines d'entre elles. Il y a des départements où il y a encore des routes nationales. Bon, ça s'est passé sans difficulté, sauf qu'on avait à l'époque, mais ça c'est un peu hors sujet, à absorber les personnels de ce qu'on appelait les DDE, c'est-à-dire les services de l'État. Même chose sur le personnel concernant l'entretien des collèges, etc., où il a fallu qu'on prenne en charge tout cela. Donc il y a eu des lois qui ont complété, je dirais complètement, pas complètement, mais largement, la loi initiale de décentralisation. Et puis il y a une loi qui est arrivée, qui est la loi Notré, nouvelle organisation territoriale de la République. C'est le deuxième point que je veux évoquer, qui part d'un bon sentiment. On dit qu'il faut poursuivre la décentralisation et il faut simplifier et alléger ce qu'on a appelé, à une époque, le millefeuille territorial. Eh bien, on s'aperçoit que cette ambition est tout à fait louable. Elle est quand même passée largement à côté de la plaque, si je puis dire. Elle a échoué, alors elle a réussi sur un certain nombre de points, mais elle a échoué sur quelques points, et quelques points importants. Pourquoi ? Parce que ça a été une loi qui a été sûrement mal préparée. On s'est dispensé de se servir de travaux qui avaient été faits et qui pouvaient être utiles pour cette loi. En particulier, je pense à un rapport sénatorial qui avait été coécrit par Jean-Pierre Raffarin et Yves Cratinger, qui était mon collègue président du département de la Haute-Saône, qui posait quand même un certain nombre de principes sur une nouvelle étape de la décentralisation. De ce rapport, on en a calé un meuble. La concertation n'a pas été terrible. Moi, à l'époque, j'étais au bureau de l'Assemblée des départements de France, j'en étais vice-président. On a été consulté, mais un peu séparément. On consultait les communes, on consultait les régions, on consultait les départements. Et quelquefois, on avait tendance à nous mettre un peu les uns contre les autres. Ça n'a pas été une réussite non plus. Et puis la loi a été une loi qui a été conduite au Parlement avec des chicanes, ça a été très compliqué, on est revenu sur un certain nombre de choses. Bref, ça n'a pas été une réussite. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à éloigner le décideur du citoyen, le décideur de l'usager. Alors évidemment,
quand on rajoute le redécoupage régional qui a été fait, moi, je me rappelle un jour, un soir, j'étais à Paris dans une librairie boulevard Saint-Germain qui est ouverte très tard, et je sortais de la librairie, j'avais un message sur mon téléphone, c'était Feltès, qui était l'ancien président de la communauté urbaine de Bordeaux et qui était plus à ce poste-là, il avait été battu, et il était le conseiller du président de la République de l'époque, c'était François Hollande, pour les affaires locales. Et il me dit, voilà, dans son mot, le président me dit de t'informer, alors comme on était un certain nombre dans le coup d'informations, président de département, maire de grande ville, président de région, voilà la nouvelle carte des régions. Alors là, j'ai appris, je me suis arrêté, je me suis mis sur un capot de voiture pour lire le truc, essayer de comprendre la carte, pendant qu'à l'Élysée, c'était sur un coin de bureau. Et j'ai répondu assez sèchement à Feltès en disant, tu diras au président de la République, jusqu'à présent je l'avais soutenu, mais là, je commence à défaillir parce que cette addition, parce qu'évidemment, on n'a pas voulu charcuter les anciennes régions, on a tout fait par addition, c'est quand même un peu rapide et c'est pas très réfléchi. Et c'est vrai que quand on a regardé un peu la carte après, c'est quand même loin d'être satisfaisant. Et alors là, c'est vraiment l'éloignement des centres de décision. On ne dit pas qu'il ne fallait pas faire une réforme, mais là, ça a été l'éloignement. Donc, ce qui était à Clermont avant, alors on est encore plus concerné parce qu'on était un département chef-lieu de région, ça part à Lyon, etc. Tout ça, c'est compliqué. Et puis surtout, ce qui est plus compliqué, ce qui est beaucoup plus préjudiciable, c'est quand on rentre dans le détail de la répartition des compétences entre les collectivités locales à l'issue de cette loi NOTRe. Exemple, on dit aux régions à un moment, dans la concertation qu'on avait eue, est-ce que vous ne voulez pas prendre le réseau routier? Moi, je me retourne vers Rousset, c'était une réunion au Sénat, Rousset qui était président des présidents de région. Je lui ai dit, mais tu veux les routes? Oh, mais non, on a assez comme ça, on ne veut pas. Après, est-ce que vous ne voudriez pas les transports? Je dis à Rousset, mais tu veux les transports aussi, les transports scolaires? Ah, il me dit, on a assez, les transports des TER, ça nous suffit, etc. Mais derrière, la ministre qui portait cette loi, c'était Maryse Lebranchu, voulait faire plier les régions sur un certain nombre de choses, et a dit, écoutez, prenez les transports et on vous attribuera une part supplémentaire de la CVAE, c'est-à-dire la cotisation fiscale sur les entreprises. Si bien que les régions ont accepté de prendre les transports, mais tenez-vous bien, les transports, les TER, ils les avaient, ça paraissait logique, c'est plutôt des relations interrégionales, régionales et interrégionales, mais les transports interurbains et les transports scolaires. Alors on laissait gentiment au département les transports des élèves handicapés. Les transports scolaires, pour quelqu'un qui a des enfants à l'école qui prennent le transport scolaire, notamment en milieu rural, pour un élu départemental, le transport scolaire, c'est de la dentelle. Il faut sans arrêt adapter les transports scolaires aux besoins de l'usager, précisément. Vu de Lyon, ce qui se passe au fin fond du Cantal, ou vu de Bordeaux, ce qui se passe au fin fond de la Creuse, c'est loin, c'est loin. Et tout ça a été quand même une belle catastrophe, parce que ça a amené à des dysfonctionnements. Et surtout, ce qu'on n'a pas compris de la part de l'État, et ça a été beaucoup reproché à l'époque à la ministre, c'est qu'on n'a pas cherché à évaluer avant ce qui marchait bien et ce qui ne marchait pas. Est-ce que les transports scolaires, ça marchait mal parce que c'est les départements qui s'en occupaient? On ne s'est même pas posé la question au niveau de l'État. La réponse aurait été, ça marche plutôt bien. C'est perfectible, mais ça marche plutôt bien. Eh bien non, on transfère à la région pour faire avaler une couleuvre d'un autre côté avec la CVAE, qui est un peu le liant de tout ce plat, un peu indigeste. Donc ça, c'est quand même grave. Et ce qu'on a ressenti, à l'époque, moi je vous dis, j'étais vice-président de l'ADF, l'Assemblée des départements de France, ça a été un certain mépris pour les départements. Alors je ne suis peut-être pas complètement objectif là-dedans, puisque j'étais président de département, que je le suis resté pendant presque 18 ans,
c'est attaché au département. Mais quand je regardais la décentralisation dans ses fondements, c'était vrai que c'était plutôt des départementalistes qui l'avaient fait. Je pense à François Mitterrand, président du Conseil général de la Nièvre, à Michel Charasse qui avait inspiré largement la loi, etc. Mais on a senti un mépris pour les départements, qui était une structure ancienne. 1790, ça a fait son temps, etc. Il faut aussi s'arrêter. Et c'est allé jusqu'à une déclaration, un certain 8 avril, à la tribune de l'Assemblée nationale, d'un certain Premier ministre, qu'on revoit de temps en temps parce qu'il fait coucou, qui dit, voilà, on va supprimer les départements. On va supprimer les départements. Or, les départements, pour moi, peut-être, mais c'est quand même la proximité. Alors, j'ai retrouvé dans un discours de Mirabeau, devant la Constituante en 1789, qui disait « Je voudrais une division matérielle, vous entendez, du territoire, dont l'objet ne fut pas seulement d'établir une représentation proportionnelle, mais de rapprocher l'administration des hommes et d'y admettre un plus grand concours des citoyens. » Et c'est de là qu'est partie l'idée du département. Vous savez, la journée à cheval, etc. Aujourd'hui, c'est avec des chevaux vapeur, mais ça se fait aussi et ça pose aussi des problèmes. Bref, donc un mépris du département. Et ça a été très mal pris par mes collègues, bien sûr, mais quand même à l'ADF, il y en a qui ont accepté, qui ont composé. J'ai dit, mais on va se faire complètement gommer. Alors que les départements n'aient plus d'utilité, pourquoi pas? On n'est pas attaché à une institution qui n'a plus d'utilité, mais quand même, entre ces immenses régions et je dirais la base de la commune, il y a un échelon de proximité qui reste, semble-t-il, le département. Et pour compléter dans les anecdotes, le secrétaire d'État aux collectivités locales, qui était André Valigny, que je connaissais bien, puisqu'il était président du Conseil général, appelé encore Conseil général de l'Isère, a dit un jour, on va dévitaliser les départements. Je le rencontre dans des couloirs, je ne sais plus si c'était à l'Assemblée ou au Sénat, je dis, mais André, tu as oublié que tu étais président du Conseil général de l'Isère, a été un peu embêté. On va dévitaliser, on va leur enlever progressivement les choses, on va tout confier aux régions et aux intercommunalités, c'était un peu ce qu'on voulait faire. Et puis, quelques temps après, l'ADF, Assemblée des départements de France, nous sommes reçus au Sénat par le président Larcher, qui a toujours le mot qu'il faut pour rire, et qui dit, mais au bout du compte, on s'aperçoit qu'avec cette embrouillamini de compétences, qu'avec ces immenses régions, on voit quand même ressurgir les départements. Et il dit, mais ma femme est dentiste, et savez-vous qu'après la dévitalisation, on couronne. Donc c'est le couronnement des départements. Mais ce n'était pas tout à fait ça en réalité, mais c'est pour vous dire que cette loi, elle est partie un peu dans tous les sens, et elle aboutit à éloigner la proximité sur des sujets aussi concrets que cela. Je pourrais en prendre d'autres, mais je prends le cas des transports scolaires et interurbains. Quand je dis éloigner la proximité, je reprends l'expression d'un de mes anciens collègues du conseil départemental, je peux dire qui c'était Maurice Battu, qui était conseiller général de Pont-au-Mur, qui avait toujours des expressions très imagées. Et un jour, dans une réunion qui était destinée aux élus, aux maires, etc., il m'avait invité, puis il avait pris la parole, et il avait dit, il ne faut pas trop éloigner la proximité. Et c'est vrai que là, on avait quand même éloigné la proximité entre le citoyen, l'usager et le décideur. Donc on pourrait prendre des exemples multiples, comme quoi une loi peut aboutir exactement au résultat inverse du résultat recherché. Ça a été l'époque aussi, dans notre texte, où on a dit « vive les métropoles ». Alors, pourquoi pas? Mais quand on regarde l'armature urbaine française, et il y a des géographes ici, est-ce que c'est comparable à l'Allemagne? Est-ce que c'est comparable même à l'Italie? On a une grande ville, c'est Paris, puis après, ça tombe assez vite avec Marseille et Lyon. Et puis après, c'est plutôt des villes moyennes, si on prend le critère européen.
Mais ça a été une espèce de mode. On a voulu aussi un peu singer ce qui se fait ailleurs avec des métropoles de certaine taille. De la même manière que lorsqu'on a fait le découpage régional, dernière version en France, on s'est inspiré, mais ça on me l'a dit, on a dit, mais regardez l'Allemagne et l'Italie. Enfin, ceux qui ont dit ça n'ont jamais suivi un cours d'histoire ou de géographie. L'histoire de l'Allemagne et l'histoire de l'Italie, c'est l'unité qui se fait au XIXe siècle avec des États qui sont fédérés ou confédérés ou rassemblés, ce qui n'est pas le cas de la France, qui est un État unitaire depuis des années. Donc on a voulu copier les choses, on a fait au fond de cette loi une sorte de puzzle qui a beaucoup éloigné la proximité, qui a beaucoup nui, je dirais, à cette proximité et à ce lien entre le citoyen, l'usager et le décideur. Or, tout l'esprit de la décentralisation, c'est précisément de rapprocher le citoyen, l'usager, du décideur, parce que ça paraît aussi une question de bon sens. Alors, on pourrait épiloguer longtemps là-dessus, simplement, parce que le temps passe, je vais en venir au dernier point de ce que je voulais évoquer avec vous, qui est la question des transports. Je l'ai évoqué à travers les transports scolaires et les transports interurbains. Aujourd'hui, on veut modifier la carte des transports scolaires parce qu'il y a des habitants nouveaux dans tel ou tel secteur rural. Ça doit monter à Lyon, même si ça passe par Clermont, etc. Alors que ça se faisait d'un coup de fil. Moi, quand j'ai eu à modifier les circuits scolaires, j'avais un coup de fil du maire ou des parents d'élèves. On allait vérifier sur place si tout ça était bien fondé. Et 8 jours après, le circuit scolaire était adapté aux besoins. Là, je ne vous dis pas le temps qu'il faut pour arriver à répondre aux besoins. Mais si je prends les transports, c'est parce que c'est un sujet où véritablement on retrouve bien l'usager et le service. Quand on regarde aujourd'hui l'organisation des transports en France, je parle au niveau des collectivités locales, les TER, c'est les régions, personne ne le conteste. Mais les transports urbains qui sont passés aux régions, et les transports interurbains, pardon, et les transports urbains, c'est la loi LOTI, loi sur l'organisation des transports intérieurs, ce sont principalement donc les métropoles, les communautés d'agglomération qui peuvent avoir cette compétence si la région accepte de leur donner la compétence, ou s'il y a une discussion entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des transports de personnes ? À une époque où on a besoin d'irriguer le milieu rural plus que jamais. On veut attirer les habitants du milieu rural, mais s'il n'y a pas de service, ils n'y viendront pas. Ou ils viendront, passeront quelques semaines et puis repartiront. Eh bien, on a un système qui est assez pervers. On a des agglomérations avec une autorité organisatrice de transport, clairement c'est le SMTC, qui a comme ressource le versement transport, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de salariés, c'est 11, l'employeur, ce n'est pas seulement les entreprises privées, l'employeur, exemple les hôpitaux ici, verse le versement transport qui permet de financer les transports urbains. On ne se pose pas la question de savoir si au CHU, chez Michelin, dans telle ou telle administration, les gens habitent en dehors de l'agglomération. Parce que c'est quand même fait pour eux, si les transports, s'il y a un versement de transport, bien fait pour répondre à un besoin. Donc on a, aujourd'hui en France, j'ai pris l'exemple de Clermont, mais on pourrait prendre d'autres exemples évidemment, des concentrations urbaines qui ont une autorité organisatrice de transport, qui bénéficient d'une ressource assez confortable, que d'autres aimeraient bien avoir, et qui organisent leur transport pour, pas leur microcosme, mais leur unité urbaine. À côté de ça, transport collectif, transport en commun, sur les territoires ruraux, c'est des bandades complètes, en plus gérées à distance par la région. Donc moi j'avais fait une proposition, je ne sais pas si un jour elle verra le jour, mais consistait à dire, et c'est une manière de réhabiliter aussi le département qu'on voulait dévitaliser, de dire la bonne échelle pour l'organisation des transports, hors TER,
c'est le département. Le département collecte le versement transport, il organise les transports, y compris dans l'agglomération, où on sait qu'on équilibrera financièrement à peu près les choses parce qu'il y a beaucoup de fréquentation, mais on organise les transports sur les territoires ruraux où on sait qu'on n'équilibrera pas financièrement l'opération, l'histoire que j'évoquais au début, le prix qui prend en charge, est-ce que c'est le client, est-ce que c'est l'usager, est-ce que c'est le contribuable, mais au fond, on aura une espèce de péréquation qui se fera sur les transports, sur l'entité départementale, et on pourra mieux servir les territoires ruraux. Alors, on ne va pas mettre des bus de 50 places, évidemment, pour desservir tel ou tel territoire rural, il faut adapter, mais ça éviterait d'avoir cette espèce de dualité entre des territoires urbains concentrés qui sont très bien servis et des territoires ruraux qui ne le sont pas du tout. Et pour le cas de notre département, ça aurait peut-être un autre mérite, ou ça aurait pu avoir notre mérite si ça avait existé avant, c'est qu'on aurait peut-être pu réfléchir à une meilleure utilisation de la jonction, de la liaison rail-route, quand on voit aujourd'hui comment l'agglomération est quasiment ceinturée de rails. Alors, ça, on utilise un peu, il y a des trains qui peuvent déposer des étudiants à la Rotonde, on peut aller jusqu'à Durtol, etc. Mais je pense que ça aurait été quelque chose d'un peu plus pratique. Donc, je milite un peu pour ça, et en même temps, dans la proximité, parce que organiser les transports au niveau de l'échelle départementale, c'est pas plus compliqué que d'organiser les transports au niveau d'une agglomération. En plus, il y avait un savoir-faire des départements dans ce domaine-là. Donc, je ne veux pas trop développer les choses parce qu'il est déjà 7 heures, mais voyez, si vous voulez, un exemple où la loi est allée à contre-courant de ce qu'il fallait faire, à mon avis. Je sais qu'aujourd'hui, on reparle de ça, on reparle aussi du transport ferroviaire, on s'aperçoit, on est quand même dans un pays, c'est une parenthèse qui est peut-être un peu éloignée du sujet, on ne doit pas avoir une commune, allez, on va dire à plus de 20 ou 30 km d'une gare, enfin d'une gare qui est peut-être fermée, mais d'une voie de chemin de fer. Dans une période où on réfléchit aux problèmes énergétiques, aux problèmes d'irrigation des territoires, etc., peut-être qu'il faut réveiller le plus beau réseau ferré du monde. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, qui ont mieux réussi. Mais il y a encore du chemin à faire et il y a des révolutions à avoir dans les esprits. Donc j'ai pris cet exemple, mais pour le département, pardonnez-moi, je me fais encore l'avocat du département, même si je ne suis plus président. Pour les départements, il y a d'autres sujets qui auraient pu être confiés au département. Nous avons actuellement en France des syndicats départementaux d'électricité et de gaz. Ces syndicats départementaux d'électricité et de gaz avaient été créés après la guerre. Il fallait électrifier les campagnes, aller plus dans les détails, etc. Et donc on avait dit, il faut qu'il y ait des élus qui s'occupent de ça, qui donnent les directives, etc. etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui interdirait ? Enfin, la loi n'est pas adaptée pour ça, mais qu'est-ce qui empêcherait une loi qui permettrait de confier au département la compétence du syndicat d'électricité et de gaz ? Alors ça, je l'avais évoqué quand on a discuté de la loi NOTRe. Et j'avais parmi mes collègues le président du Conseil général de la Haute-Garonne, Isard, qui est un président un peu autoritaire, un peu pet sec, qui était plutôt favorable à ce que je défendais sur ces questions-là. Il m'a dit, mais il n'en est pas question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, parce qu'il y a un syndicat. Moi, j'ai mis à la tête du syndicat un président que je ne voulais surtout pas avoir comme vice-président au Conseil général. Parce que tout ça, évidemment, c'est des présidents, des vice-présidents, etc., etc. Mais c'est des obstacles aussi bêtes que cela qui font que le département, au fond, le département, il pourrait devenir un peu la collectivité des réseaux. Les transports, l'électricité, le gaz, enfin l'énergie, et puis l'eau aussi. Parce que dans la loi NOTRe, on a prévu à un moment que l'eau, la gestion de l'eau devait être attribuée non plus à des syndicats, mais aux communautés de communes. Mais ceux qui ont pondu ça, je l'ai dit un jour en
en plein congrès de l'ADF, ça a fait rire tout le monde. Je dis, attendez, ceux qui ont pondu ça, ils ne sont jamais sortis du périphérique. Ils ont pensé que la France est plate. Il y a quand même du relief, semble-t-il, dans ce pays. Il y a des massifs montagneux, il y a des bassins versants. Donc on avait décidé comme ça que c'était la frontière, c'était les limites de l'intercommunalité. Et avant de partir du conseil départemental, j'ai souhaité créer, ça a été approuvé par l'Assemblée, un syndicat départemental de l'eau. Alors non pas pour reprendre, parce que ça aurait été très mal perçu, la gestion de l'eau de chacun des syndicats, même si au final c'est peut-être ça, mais c'était pour essayer de faire de l'interconnexion entre des zones qui sont excédentaires et des zones qui sont déficitaires. Et on l'a bien vu encore cet été, où il a fallu réapprovisionner en eau certains territoires. Donc tout ça pour vous dire que le département, ça pourrait être l'échelle, la bonne échelle de tout ce qui est réseau. Et là, on retrouverait ce dialogue qu'il pourrait y avoir entre le décideur et l'usager. Donc on pourrait prendre d'autres exemples, il y en a beaucoup d'autres. Rien n'interdit aujourd'hui, j'ai essayé de le faire avec mes collègues voisins, de faire aussi, comme il y a de l'intercommunalité, de faire de la coopération interdépartementale. Lorsqu'on a obtenu l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la chaîne des puits de la faille de Limagne, mon collègue du Cantal, à l'époque, c'était Vincent Descoeurs, me dit, écoute, le Cantal, c'est comme volcanique, oui, c'est un volcan. Il dit, bon, on n'est pas dans le périmètre qui est inscrit, mais peut-être qu'on pourrait faire des choses ensemble. Mais évidemment qu'on peut faire des choses ensemble. Les gens, quand ils viennent visiter la chaîne des puits, la faille de Limagne, ils ne connaissent pas exactement les limites. Et le Cantal est un département qui est volcanique par nature, et peut-être plus que le nôtre encore, partie de la Haute-Loire aussi. Et donc on avait décidé de mettre en place un dispositif, notamment sur le tourisme, sur la promotion, etc., des volcans, la promotion de nos territoires. Donc rien n'interdit de faire de la coopération interdépartementale. Et si je dis ça, c'est parce qu'on reste là encore dans la proximité et que ces inventions de grandes régions qui sont des additions, on dira qu'à avoir la Creuse, on en parlait tout à l'heure, et le Pays Basque, c'est pas vraiment d'unité, hein. On aurait pu aller vers des coopérations interdépartementales un peu plus poussées, d'autant que ça commençait déjà à certains endroits. Je pense à la Drôme et l'Ardèche, qui ont une coopération interdépartementale à tel point qu'à un moment, ils ont eu l'idée, ça n'a pas prospéré, de fusionner. Donc vous voyez qu'on est parfois dans une logique où on dit qu'il faut continuer à aller dans le sens de la décentralisation et du rapprochement entre le citoyen, l'usager et le décideur, et puis que, brutalement, parce qu'une loi est mal préparée, parce qu'on ne discute pas, parce qu'on n'évalue pas avant, eh bien, on va complètement à l'opposé. Donc, je suis toujours très critique vis-à-vis de la loi NOTRe, mais on pourrait prendre d'autres exemples comme cela. Alors, en conclusion, parce qu'il faut conclure, enfin, sur un sujet comme ça, c'est difficile de le conclure, mais il faut terminer en tout cas. Moi, je crois qu'il y a une attente, j'ai déjà dit, voire une demande qui n'est pas toujours bien exprimée de ce besoin de proximité. Parce que la proximité, pour nos concitoyens, pour nous tous, c'est aussi un élément de considération. Et tous ces gens qui sont sur certains territoires, qui se sentent un peu à l'abandon, ça peut devenir grave, ça peut devenir explosif. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais quand on regarde les résultats des élections dans les territoires ruraux, c'est parfois inquiétant. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est souvent le sentiment d'abandon, cet éloignement de la proximité, comme me disait mon collègue. Donc sans doute plus de décentralisation à la bonne échelle, plus de déconcentration aussi, vous savez bien la différence entre la décentralisation et la déconcentration, et là, il faut qu'on redonne un peu de muscle à nos préfets de département, qui en ont perdu beaucoup, parce qu'ils sont devenus aujourd'hui des courroies de transmission des préfets de région, et qu'on réhabilite, à mon avis, les sous-préfets. Aujourd'hui, le maillage de l'État, le maillage de la République,
sur les territoires, c'est les sous-préfets. Alors, il y a les collectivités locales, mais les sous-préfets. Et on a eu une expérience il y a quelques années de ce qu'on a appelé les sous-préfets développeurs. Alors maintenant, ils ont une autre appellation. Et on a parfois de belles réussites. Parce qu'au fond, un sous-préfet, si on lui demande de faire du contrôle de légalité, au bout d'un moment, il va s'ennuyer, il va trouver ça pas trop passionnant, il va agacer les maires, parce qu'il va être tétillon sur tel ou tel sujet, à tort ou à raison. Mais par contre, le sous-préfet, c'est celui qui connaît les gens, et c'est celui qui peut mettre autour de la table des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour les faire au moins se connaître, et pour faire de véritables projets de territoire. Donc moi, dans une note que j'ai passée à l'administration centrale il y a quelque temps, on m'avait demandé, j'ai indiqué, j'avais un paragraphe sur la réhabilitation des sous-préfets, mais ça veut dire aussi qu'on change parfois le casting des sous-préfets, parce qu'il faut trouver quand même le sous-préfet qui a la fibre territoriale, la fibre développement local pour que ça marche. Voilà, et peut-être pour terminer, un mot pour dire que tout le monde dit on a une crise de la démocratie représentative. Oui, il y a toujours eu une crise de la démocratie représentative. J'écoutais Michel Vinocq hier soir qui vient de sortir un magnifique livre là, sur justement gouverner la France, compliqué. Mais je pense qu'il y a une attente aussi de nos concitoyens. Qu'est-ce qui se passe, et des usagers, parce que les concerne directement, qu'est-ce qui se passe entre les consultations électorales? Il faut, je crois, aller vers plus d'associations, plus associer nos concitoyens. Et je pense que, justement, sur des projets comme ceux que j'évoquais brièvement, on peut trouver des moyens d'associer nos concitoyens dans cette proximité. J'ai pris le cas des transports, j'ai pris le cas de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, on pourra en prendre plein d'autres, mais je crois qu'il y a cette nécessité d'associer nos concitoyens à ces projets de territoire, parce qu'il faut les imaginer, et il n'y a rien de mieux, si on veut les réussir, que de mettre dans le coup les gens. Il faut ensuite les mettre en œuvre, là aussi, il faut que les citoyens et l'usager deviennent acteurs, et puis je pense que le citoyen et l'usager peut devenir, et ça a été dit tout à l'heure, peut devenir un coacteur de la fabrication du service public, mais aussi de la fabrication d'un territoire dans un projet de territoire. Voilà ce que je souhaitais vous dire de manière un peu désordonnée et un peu rapide, mais je pense qu'il y a quelques réflexions à avoir sur ces sujets-là qui rejoignent ce qui a été dit tout à l'heure. On a parlé, ça mériterait aussi une longue discussion, vous avez parlé tout à l'heure des territoires de santé. Là, c'est un sujet véritablement d'actualité, hein. Un sujet fondamental, parce qu'aujourd'hui, tous les territoires sont quand même en grande difficulté sur les services de santé. Alors, il y a des expériences qui ont été faites qui sont plus ou moins réussies, mais je dirais que tout est bon à prendre. Et plus on est dans la proximité, plus on peut justement avoir cette phase expérimentale, qu'ensuite on peut généraliser ou pas, bon, en tout cas qu'il faut évaluer à un moment ou à un autre. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, et je suis à votre disposition si vous avez des questions, des remarques à nous faire. Merci. Oui, je voudrais rebondir sur la question des sous-préfets, parce que j'ai observé dans le Puy-de-Dôme ce qui m'a paru une excellente pratique, c'est-à-dire de donner aux sous-préfets d'arrondissement des missions transverses sur l'ensemble du département. Par exemple, la couverture radio de téléphonie mobile ou d'autres sujets de cette nature, pour lesquels il faut avoir une vision large. Et le fait de confier un sous-préfet qui va prendre le dossier à bras-le-corps et lui le faire sortir de sa circonscription, ça va lui donner une dimension qu'il n'a pas par lui-même. Vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est un préfet qui avait lancé ça à une époque ici dans le département. Ça a été repris par ses successeurs. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée parce que ça, non seulement ça le sort de son territoire, mais ça lui permet d'avoir aussi
une approche plus pragmatique des choses. C'est vrai. Oui, Monsieur le Président, on a longtemps méprisé ce qui était petit, ce qui était microéconomie, etc. Et il fallait donner dans la macroéconomie. Et comme vous l'aviez critiqué d'ailleurs à une époque, big was beautiful. C'est-à-dire que plus c'était gros, ou bigger, hein, et plus c'était gros, meilleur c'était. Et je crois qu'on a donné là dans l'excès. Hein, et je pense qu'effectivement, coopération entre des plus petits, ça ne veut pas dire bigger, ça veut dire arriver à une dimension normale et gérable. Oui, là il y aura un débat à avoir sur l'affaire des métropoles. Hein. Alors c'est vrai que quand on veut le développement économique, ça passe parfois par des phénomènes d'agglomération, parce qu'il faut qu'il y ait des liens très directs, courts là aussi, entre l'université, les entreprises, la formation, etc. Donc, parfois c'est nécessaire, c'est ce qu'on appelle les économies d'agglomération. Et puis il y a aussi des inconvénients à la trop grande agglomération, c'est les encombrements, la pollution, la sécurité, c'est ce qu'on appelle les déséconomies d'agglomération. C'est le jargon économique enseigné ici. Il faut trouver un bon équilibre. Mais il faut surtout, je crois, avoir une bonne analyse de ce qu'est le territoire d'un pays avant de se lancer dans les opérations dans lesquelles on s'est lancé. Qu'est-ce qu'on a distribué des titres de métropole, parfois qui étaient des lots de consolation aux anciennes capitales régionales redevenues simples chefs-lieux de département. Moi, je me rappelle, à l'époque, c'est Bailey qui s'occupait des territoires. Bailey, il ne fait pas trop de dentelle. Et je lui dis, mais tu vas encore distribuer combien de titres comme ça? Il m'a dit, oh, mais attends, ils en veulent tous, parce qu'ils n'ont plus la préfecture de région. Donc... Mais j'ai dit, on les appellera métropole et ça va servir à quoi? On est des fois sur des choses qui ne sont pas réalistes, mais c'est la carte de visite. Bien, ben il nous reste à vous remercier pour cette conférence, à vous remercier pour votre attention dans le cadre de cette présentation de l'ouvrage sur les usagers et les services publics. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.